Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Aujourd'hui, dans Chemin de vie, je reçois le Père Lecay. Père, bonjour. Alors, on va le voir durant cette demi-heure. Vous êtes Père blanc au Burundi. Avec vous, c'est 70 ans d'église, presque, que l'on va traverser. De vos origines en France, on va découvrir une France encore très catholique, pratiquante. Et puis, ces 50 années au Burundi, on va revenir un petit peu en détail avec vous. Là, vous avez traversé à la fois la fin de la colonisation du Burundi, les luttes pour l'indépendance, ensuite les guerres fratricides. Le Burundi, c'est 300 000 morts quasiment depuis 15 ans, en 15 ans. Un pays donc traversé par de nombreuses crises, un pays qui lutte, un pays aussi majoritairement catholique. Vous nous expliquerez tout ça. Aujourd'hui, vous travaillez sur une action beaucoup plus discrète. On reviendra avec vous sur cette action auprès d'une population très minoritaire du Burundi. Mais avant cela, comme chaque demi-heure, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui fait le portrait de notre invité. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Père. Alors d'une certaine manière, on peut dire que vous êtes à la fois français et africain, pour ne pas dire que vous êtes même un Africain, car quand on regarde votre vie, vous avez passé plus de temps en Afrique qu'en France, donc votre pays d'origine. Vous êtes né en 1931 dans une famille de la petite bourgeoisie lilloise, et comme beaucoup de bourgeois dans la société française, vous faites partie d'une fratrie de 11 enfants, et vous avez la place de 4e. Pendant toute votre enfance, vous baignerez tous dans un environnement catholique. Votre père, d'ailleurs, est très engagé dans la paroisse, brancardier à Lourdes, et va même créer un cinéma suite à l'encyclique sur les médias. Alors cet environnement religieux, vous le retrouvez pendant votre scolarité chez les jésuites, qui on peut dire est une tradition dans votre famille, mais c'est aussi une tradition dans les familles bourgeoises françaises. Et du coup, vous ferez aussi partie d'une troupe scout de votre collège. Et ce sont ces deux milieux, le scoutisme et les jésuites, qui vont influencer votre choix de vie. Car il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes en pleine guerre, dans une troupe, il y a bien 5 ou 6 vocations par an. Du coup, par évidence, vous entrez au séminaire du côté de Vannes pour devenir père blanc, comme un vieil oncle, et ainsi suivre le Christ pour construire l'église. Et c'est après ce séminaire que vous allez devenir un Africain. Nous voilà en 1959, vous avez 28 ans. On vous envoie à votre demande, bien sûr, au Burundi pour évangéliser et construire le pays. Or, quand vous arrivez sur place, vous apprenez le Kirundi, la langue burundaise, pour devenir un vrai petit Burundais. Sur place, avec d'autres frères, vous avez la responsabilité de 40 000 chrétiens et autant de catéchumènes. Et il leur faut donc des écoles, des églises. Et pour ça, je vous cite, vous retroussez vos manches, car du travail, il y en a. Et après plusieurs dizaines d'années, pour vraiment vous imprégner de cette vie burundaise, vous vous consacrez avec un jeune missionnaire africain au Batwa, une ethnie pygmée minoritaire. En effet, c'est 1% de la population du pays. Du coup, vous réalisez votre rêve qui est de partager les soucis, les espérances et les efforts de ces pauvres, de ces plus pauvres. Alors l'année prochaine, ça va faire 50 ans, soit plus de la moitié de votre vie que vous habitez en Afrique. Vous êtes donc devenu un Africain d'adoption. D'ailleurs, votre rêve est de mourir et d'être inhumé sur place. Merci beaucoup, Laure. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce portrait? Quel est votre sentiment c'est toute une vie résumée en quelques phrases? C'est bien ça, j'allais dire le milieu familial de 1930 à 40, et juste après la guerre, il y avait une ferveur, un engagement. Les scouts apprenaient aux jeunes à être conséquent, à être chrétien, à s'engager, et s'engager définitivement, pas avoir peur de s'engager définitivement, et de ne pas revenir sur des engagements qui ont été pris à un moment donné. C'est vrai que le scoutisme vous a porté à la fois pour votre futur apostolat. Il y a eu les jésuites, il y a eu ce contexte familial avec un père quand même très croyant, et lui aussi très engagé. Il peut vraiment le dire, oui. Mes deux parents étaient vraiment des gens tout à fait croyants, qui nous ont transmis la foi à tous mes frères et sœurs. Nous avons vécu, nous sommes rentrés dans le fil de l'évolution de l'Église. Et puis,
Et j'ai été porté beaucoup par mes frères et sœurs. Alors vos frères et sœurs, on va les découvrir là, sur la première photo que vous avez eu la gentillesse d'apporter. Ça n'a pas été évident parce que c'est vrai que la plupart de vos affaires sont au Burundi et que vous êtes en France pour quelques jours, quelques semaines. Donc cette première photo, vous n'êtes pas sur la photo, mais c'est une photo de famille. Qui a été prise l'année dernière. Voilà, donc c'est la famille, vos frères et sœurs, sauf vous. Pourquoi avoir choisi cette photo pour démarrer cette émission? Pourquoi c'était important pour vous de montrer vos frères et sœurs? Parce que j'ai beaucoup reçu de chacun de mes frères et sœurs. Cette fois, nous l'avons partagé. Nos parents nous ont transmis la foi et cette fois, je la partage très profondément avec chacun de mes frères et sœurs. Bon, une de mes sœurs est religieuse dans les congrégations des sœurs de l'Enfant Jésus. Autrefois, on parlait des Dames de Saint-Maur. Bon, et puis, tous mes frères, d'une manière ou d'une autre, tous mes frères et toutes mes sœurs, nous sommes profondément en lien. Quand nous nous retrouvons, c'est en profondeur que nous nous retrouvons. On s'est retrouvés justement dimanche dernier. C'est une joie extraordinaire de se retrouver tous les 11 ensemble. On fêtait les 80 ans d'une de mes sœurs. En même temps, il y a forcément un déracinement, puisque vous êtes partis, vous êtes oui, alors, loin à l'étranger. Oui, je suis au loin, mais chaque fois qu'on revient, on reste en lien. D'ailleurs, par les lettres, on se téléphone, on écrit, on reste en lien. On pourrait presque dire un lien constant avec la famille. On pourrait presque parler d'un lien constant. C'est important pour un prêtre de savoir appartenir à plus qu'une communauté, c'est une famille, là. Oui, j'allais dire, j'ai ma communauté de Pères Blancs, je suis en lien avec mes Pères Blancs de manière très profonde, mais aussi avec mes frères et sœurs d'une autre manière, mais ça, au fond, ça se rejoint, j'allais dire, c'est dans les racines, elles sont très profondes, elles sont au niveau de la foi, au niveau d'une vision du monde, une vision chrétienne du monde. Au niveau de la famille, les racines, c'est... Oui. On va découvrir tout de suite la deuxième photo que vous avez eu la gentillesse d'apporter. Alors là, c'est un saut dans le temps. On est en 1959 à peu près. C'est vous qui êtes là? Oui, c'est même là, puisque je suis avec des Africains. Donc c'est déjà à partir de 1959, puisque je me suis retrouvé en Afrique en 59. Et c'est une des premières photos, je pense, qu'on a prises. Oui. Donc vous êtes en Père Blanc, les Pères Blancs qu'on reconnaît. Voilà, là j'étais en avec Père Blanc. Comme signe religieux ce rosaire porté autour du cou. Le rosaire qui est propre au Père Blanc. Il n'y a pas beaucoup de congrégations qui portent le rosaire autour du cou. C'est un peu propre au Père Blanc. Les Pères Blancs, c'est aussi l'adaptation au pays, c'est parler la langue, manger comme les habitants. Oui, en fait, manger... On mange, on fait pousser des légumes, on améliore ce que les gens mangent. Et c'est très monotone, la nourriture des gens, c'est les haricots du premier de l'an jusqu'au 31 décembre. Et nous, on a besoin de variété, on fait pousser des légumes, etc. Mais l'idée, c'est quand même cette adaptation. L'adaptation par la langue et les coutumes, s'habituer à la politesse, etc. C'est très important. Et la langue, j'allais dire, les rejoindre dans leur mentalité à partir de la langue, des proverbes, etc. C'est très important pour les rejoindre dans leur mutima, qu'on dit en Kirundi, dans leur âme, dans leur conscience, les rejoindre au plus profond d'eux-mêmes pour les aider à cheminer vers le Christ, à découvrir le Christ. C'est ça la chose. L'idée, c'était dès les origines de votre mission, c'était évangéliser. Oui, alors ça a évolué un petit peu au cours des années. Quand on était jeune, on parlait hors de l'Église, pas de salut. Bon, ça a évolué, on ne dit plus ça maintenant, c'est périmé. Mais au moment où on préparait l'ordination, etc., là, on avait une vision de l'Église, un petit peu à la fois on se préparait au concile. Il y avait une évolution dans la manière de percevoir le travail missionnaire.
Qui s'est orienté vers une activité sociale plus importante, en fait. Vous faisiez du catéchisme, mais il s'agissait aussi d'apprendre aux enfants à lire. Oui, mais aussi l'Église, une communion de chrétiens, une communion de personnes, l'Église qui entraîne les chrétiens vers le Christ, une Église plus sociale, j'allais dire. Quand on était jeune, la foi était assez bien individuelle. Et un peu à la fois, c'est devenu quelque chose de plus communautaire. L'Église a été perçue au fil des années comme une communion de personnes, beaucoup plus que... comme une institution. Une institution, oui, exactement. C'est devenu une communion qui fait vivre, une communion vitale. Alors que, bon, j'allais dire, en schématisant, on pourrait dire qu'autrefois, c'était assez bien une institution dans laquelle on entrait, qui organisait la vie, etc. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus important, le lien essentiel avec le Christ, c'est beaucoup plus important. Autrefois, bon, le moment qu'on était dans l'institution, c'était la chose la plus importante. Parce que je vais revenir sur cette photo, en même temps, on sent le temps qui est passé. Forcément, on pense à Tintin au Congo, il y a un petit peu ça, mais il y a un père blanc d'ailleurs dans Tintin au Congo. Mais oui, justement, j'aime pas beaucoup Tintin au Congo, c'est un peu caricatural. Oui, c'est très caricatural. J'aime pas beaucoup Tintin au Congo. Oui, c'est pas le meilleur. Mais en même temps, il y a quelque chose de ça. On le sent, vous êtes au premier plan, il y a ces petits-enfants derrière. Et puis en même temps, derrière ça, il y a aussi tout ce que vous pouvez leur apporter de développement social, tout simplement, quoi. Oui, oui, ça a toujours été très important, le développement du pays. L'Église va, depuis le Concile, l'Église va de pair avec un développement humain de la population. C'est le plus important. Pendant des années, on s'est battu pour que les enfants soient scolarisés. La scolarisation n'arrivait pas à suivre, faite par le gouvernement, n'arrivait pas à suivre. Donc toute l'Église a mis en route une catéchèse qui était liée à un minimum de lecture-écriture pour que les enfants accèdent à une vie meilleure, j'allais dire. C'était capital. Alors, on a fait des efforts considérables pour pallier à ce manque d'écoles primaires. Et il fallait tout construire, à la fois des églises, mais aussi des écoles, des hôpitaux, voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en route, qu'on a construit pour aider le développement du pays. On s'y est mis à fond, en équipe, tous les pères blancs, on s'entraidait, il y avait une ambiance formidable. Pendant des années, on a vécu... comment dire ça, la griserie de la construction et puis d'un pays qui se développait. Pardon. Sur votre apport, c'est aussi un pays qui se convertissait en masse, qui avait besoin de cette parole que vous ameniez, qui devenait catholique. Les catéchuménats étaient pleins, ont toujours été pleins. Chaque année, dans n'importe quelle paroisse, il y avait 100, 200, 400. J'ai même connu jusqu'à 1000 baptêmes le jour de Pâques. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé à Boussiga, la première cérémonie de confirmation. Il y avait 600 enfants qui étaient confirmés ce jour-là par l'évêque. L'évêque s'était déplacé pour confirmer 600 enfants. Bon, et ça, c'était des chiffres courants, etc. On était... les baptêmes, les confessions, des heures et des heures de confession, parce qu'à ce moment-là, les écoliers... On essayait de leur donner l'occasion de se confesser tous les mois, etc. Alors quand vous avez 5-6 000 écoliers, c'était... Bon, heureusement qu'on était en équipe de 3 ou 4, mais c'était un travail considérable. C'était une autre époque. Vous retrouviez un petit peu de façon exacerbée sans doute, mais l'ambiance de vos années en France, quand vous étiez plus jeune, chez les scouts, chez les jésuites, il y avait cette presque culture
de la religion. Et ce besoin aussi chez les jeunes. Ah oui, il n'y a pas de doute, là, dans les années 44-45, surtout pendant la guerre, il y avait une ferveur, comment dire ça Oui, une ferveur, une religiosité très importante. Les missions qu'il y avait, bon, les gens venaient de manière très souvent, j'allais dire, le fait religieux était quelque chose qui a influencé beaucoup, qui était très important dans toute la société, au moins dans le nord de la France. Il y avait des coins où on disait que c'est plus des christianisés, mais dans le nord de la France, l'impact de l'Église catholique était très importante. Donc vous retrouviez un petit peu ça en Afrique. Enfin, il y avait en tout cas cette volonté de construire un monde chrétien. Exactement. Construire, participer à la construction d'un monde chrétien, c'est tout à fait le but que l'on s'était fixé, nous les Pères Blancs, et avec nous toute l'Église d'Afrique, etc., était dans cette direction. Alors c'est un pays qui a aussi beaucoup évolué après l'indépendance, quelques années après votre arrivée d'ailleurs, en 62, l'indépendance du Burundi. Et puis il y a eu cette guerre au Rwanda, il y a eu une guerre au Burundi un peu pour les mêmes raisons, les luttes fratricides entre... Oui, on ne va pas forcément revenir, mais comment vous avez traversé à la fois ce conflit, hein, je rappelle, 300 000 morts, on était en 94. Oui. Et puis comment vous avez ressenti l'évolution de ce pays par rapport à ce que vous aviez connu à votre arrivée ? Bon, ça a été une déchirure du pays qui nous a déchiré le cœur, j'allais dire, parce qu'on était aussi bien pour aider les Tutsis que les Hutus et de les voir en conflit. Bon, derrière le conflit ethnique, en fin de compte, il y avait une lutte pour le pouvoir. C'était là, derrière ça. Les gens se battaient pour essayer de conquérir le pouvoir. Donc, en même temps, c'était aussi votre pays. Enfin, ça fait aujourd'hui, ça va faire 50 ans que vous y êtes. Oui, à l'époque, ça faisait une quarantaine d'années. Ça doit être difficile de voir son pays comme ça s'écrouler, s'effondrer sur ça nous a fait beaucoup de mal. On a partagé beaucoup de misère. Et chaque fois, je rencontre des jeunes dont les parents ont été tués en 72, etc. Bon, j'avais tellement reçu de ma famille et de mes parents que de voir des jeunes qui ont perdu leur père quand ils avaient 4 ans ou 5 ans ou 10 ans, comme par exemple le président de la République actuel. Son père était député et il a été assassiné en 65. Bon, il avait quelques années à peine, donc le président de la République n'a jamais connu son père parce qu'il a été massacré en 65 avec tous les députés Hutus du pays. C'est un drame énorme. Bon, mais qu'on a vécu. Et dans ces cas-là, on se dit pas ma place est peut-être plus là. Enfin, après tout, je suis français. J'allais dire oui, non, au contraire, on dit nous pouvons les accompagner, nous pouvons les soutenir, nous pouvons les encourager parce que nous sommes ni d'un côté ni de l'autre. On peut aider tous les gens qui sont broyés, on peut les aider à essayer de leur redonner l'espoir, de leur donner des raisons de vivre à ceux qui ont été déchirés, torturés. Et vous regrettez le Burundi que vous avez connu des années 60 avec cette ferveur dont vous parliez tout à l'heure, où votre mission était quand même beaucoup plus simple et plus claire aussi? Oui. Bon, les histoires évoluent. On est maintenant en 2008 et puis on fait avec les gens et les gens tels qu'ils sont et qui ont vécu toutes sortes de choses, etc. Bon, regretter, c'était autre chose. C'est fini. Maintenant, on est dans un autre climat. Et vous avez toujours votre place au Burundi. Les Pères Blancs ont toujours leur place au Burundi. Ah, moi je pense qu'on a encore une place pour accompagner les jeunes. Alors surtout que maintenant, un certain nombre de jeunes Pères Blancs originaires d'Afrique, donc des missionnaires d'Afrique,
puis on reprend beaucoup notre nom de missionnaire d'Afrique, surtout quand il s'agit d'Africains qui rentrent chez les Pères Blancs. Alors, on a encore un travail d'accompagnement de ceux qui arrivent, les nouvelles générations. C'est une nouvelle histoire qui commence. Voilà. Pour vous, pour votre nouvelle histoire, depuis 7-8 ans à peu près, vous vous occupez aujourd'hui, alors ça nous amène à cette dernière photo, vous vous occupez d'une population, Laure en a parlé un petit peu, des pygmées du Burundi, les Batois. Les Batois, c'est ça. Ce sont vraiment les oubliés de tout, 1% de la population du Burundi, une population méprisée, presque... Paria, le mot paria, voilà. Convient exactement. Alors aujourd'hui, c'est votre nouvelle mission. Peut-être vous allez encore plus loin. Enfin, vous occupiez des Burundais et puis maintenant de cette petite population. Depuis l'an 2000, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis attelé à ce travail d'aider les Batois à évoluer pour qu'ils puissent entrer dans l'Église. Il a fallu, j'allais dire, commencer par les aider à se situer avec les autres composants de la situation. Ça n'avait pas de sens de faire une église séparée des Batois et les garder dans un ghetto. Parce que les Batois, en fait, vous allez nous expliquer un petit peu qui ils sont. En fait, ce sont une population semi-sédentaire. Alors, justement, c'est semi-sédentaire, c'est ce qui fait qu'ils ne sont inscrits nulle part, et qu'ils ne cultivent pas et qu'ils ne peuvent pas cultiver puisqu'ils sont normalement semi-nomades, donc au bout d'un certain temps ils déménageaient, ils allaient ailleurs comme ils le faisaient dans la forêt il y a 5000 ans. Et qui se retrouvaient affamés parce que avec la déforestation. Comme il n'y a plus de forêt au Burundi, eux qui étaient cueilleurs et chasseurs n'ont plus de moyens de survivre. Alors ils sont aussi potiers. Ils essayent de faire des pots et de survivre avec la poterie. Mais ça ne donne plus rien, c'est catastrophique. Alors maintenant, il faut les aider à se fixer et à cultiver comme les autres Burundis, ce qui leur permettra de trouver leur nourriture. Comme maintenant, la plupart des Batois sont des mendiants ou des gens qui vont chaparder dans les champs des autres. Et non, il faut les mettre carrément à cultiver eux-mêmes, planter leurs bananiers, planter leur manioc, planter les... Alors c'est à ce travail que c'est attelé Action Batois. Voilà, l'association montée par un père blanc beaucoup plus jeune que vous. Oui, c'est un père blanc ougandais qui a initié le projet et on m'a demandé de l'accompagner, de travailler avec lui, c'est bien volontiers. Voilà, et le but de votre association, c'est d'aider ces populations à se sédentariser. Oui. Vous les aidez à construire des maisons, on le voit sur les photos. C'est ça, oui. Alors pourquoi les Batois aujourd'hui? Est-ce que votre mission a pris un nouveau sens? Et quel est ce sens de cette mission pour vous, un père blanc en Afrique? C'est d'aider les plus pauvres des pauvres, enfin. C'est une option de la société des pères blancs, c'est voir dans les différentes possibilités d'apostolat quelles sont les priorités. Et une des priorités des pères blancs, c'est d'aider les plus pauvres, c'est d'aider les gens qui sont le plus en difficulté. C'est ça, donc à la fin de ces 50 années, vous n'êtes pas encore tout à fait à la fin, mais vous vous occupez d'une population et finalement c'est vraiment là que votre mission prend tout son sens. On a l'impression à vous écouter parler, c'est que cette population d'oubliés, c'est eux qui ont besoin de vous. Oui, c'est pas bon qu'ils aient besoin, j'allais dire, nous les accompagnons le plus vite possible, qu'ils puissent être éveillés et se débrouiller par eux-mêmes et créer eux-mêmes leurs associations, etc. Tant mieux, le plus vite possible. Mais bon, pour le moment, il faut continuer à scolariser, les aider à la scolarisation, les aider à vivre au jour le jour, c'est-à-dire pouvoir cultiver, avoir leur nourriture. Les aider aussi à être réhabilités, parce que comme ils sont parias, ils sont méprisés, il faut qu'ils retrouvent
lien avec le reste de la population, d'être à égalité avec le reste de la population. C'est un long travail qui doit jouer sur la mentalité des Batois et aussi sur la mentalité des gens qui les entourent. Il faut que ce mépris, un peu à la fois, soit érodé et finisse par disparaître, qu'il y ait vraiment que des liens puissent se nouer, des liens d'amitié, des liens de coopération avec les populations du Burundi. Les autres populations du Burundi, oui. Ok, ben merci beaucoup, Père. J'espère qu'on aura bien compris. Si on veut plus de détails sur cette action avec les Batois, il faut aller sur le site des Pères Blancs, www.mafroma.org. Le site des Pères Blancs. Et là, sur ce site, on trouve un lien avec l'association dont vous parlez, Action Batois. Merci à vous. Bon retour au Burundi, peut-être à une prochaine fois. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous sur KTO et à très bientôt. Au revoir.